Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être vraiment simple. Il faut aussi des vidéos pour tout le monde. Alors comme vous le savez, on est en train de glisser tout doucement vers la nouvelle saison. On va tout doucement arriver peut-être vers une saison précoce. Bon, en tout cas, on va pas non plus trop s'avancer aussi. On ne sait jamais, il peut y avoir aussi des grands froids qui risquent d'arriver. En attendant, eh bien j'estime qu'il faut faire des vidéos un peu pour tout le monde. Et je vais tout simplement vous faire une vidéo sur le matériel et sur les protections que vous devez avoir en tant que débutant pour commencer en apiculture. En tout cas, si vous avez décidé cette année de vous lancer dans l'apiculture, alors forcément, quand on commence une activité, je tiens quand même à le souligner, parce qu'il y a ceux qui se lancent et il y a ceux qui se lancent. Il y a ceux qui se lancent en autodidacte, mais qui se sont vraiment bien renseignés avant, à droite, à gauche, qui ont acheté des livres pour se renseigner, qui ont regardé quelques vidéos sur YouTube, même si c'est pas vraiment l'idéal. Ne vous lancez pas non plus comme ça et dire voilà, il y a des vidéos sur YouTube, moi j'achète une ruche, j'achète des abeilles, je mets ça dans ma caisse, je vais voir sur YouTube comment que ça se passe. Non, ça je vous le conseille pas non plus. La première chose à faire, c'est quand même aller voir peut-être un apiculteur qui est à côté de chez vous. Après, il peut avoir tout simplement le rucher école. C'est vraiment les trucs qui existent pour pouvoir apprendre les bases. Parce que si vous arrivez là et que vous mettez une ruche derrière dans votre jardin et que vous savez même pas les bases de la base, il va avoir des problèmes. Donc là, c'est pas leur rendre service et c'est pas rendre service aussi aux apiculteurs qui risquent d'être autour de vous parce que vous aurez pas su les règles d'hygiène qu'il faudra pour pouvoir déjà subvenir à leurs besoins. Donc vous risquez aussi de propager les maladies qu'elles risquent de choper aux ruches qui sont aux alentours. Donc c'est pas vraiment top. Donc voilà pourquoi il faut quand même bien se renseigner avant de pouvoir avoir une ruche. Je tenais quand même à le souligner. En tout cas voilà, ça c'était le petit blabla du départ, la petite morale donc qui va bien. Donc voilà, tout simplement, je vais vous montrer tous les équipements qu'il vous faut. Alors je vais pas parler de prix, je vais pas parler de où que ça s'achète, je vais tout simplement montrer le matériel. Ce que je vais montrer ne sera pas forcément ça qu'il faut acheter, mais tout simplement pour vous donner une idée de ce qu'il faut acheter. Alors tout simplement, ce qu'il vous faudra au départ, c'est un vêtement de protection. Je vais faire une vidéo là-dessus, parce que je pense que ça demande et je pense que ça mérite aussi d'être dit. S'il y a des protections, c'est pas fait pour les chiens. Bon, on y reviendra. Ça fera l'objet justement d'une grande vidéo sur les protections. Donc en tout cas, sachez-le, vous êtes débutant, vous ne savez pas ce que c'est les abeilles, entre guillemets. Vous savez que ça pique. Donc forcément, si vous savez que ça pique, il faut des vêtements de protection. Surtout en tout cas principalement déjà au niveau du visage. Donc voilà ce qui peut exister comme protection. Voilà tout simplement déjà un blouson vareuse, donc un blouson tout simplement avec une vareuse au-dessus qui va vous protéger le corps et le visage, qui est relativement bien. En plus celle-là, l'avantage d'être aéré, donc c'est vraiment bien. Donc ça c'est tout simplement juste un blouson. Vous pouvez avoir aussi ce blouson-là, c'est un autre modèle, mais avec une autre tête. Après c'est un choix. C'est un choix. C'est à tester, c'est à regarder vous en fonction de ce que vous aimez. Après c'est vrai que c'est difficile, vous pouvez pas les tester pour savoir. Mais bon après c'est en fonction de ce que vous voyez, ce que vous avez envie quoi. Ensuite pour aller avec ces blousons-là, vous pouvez avoir aussi le pantalon. Alors ça, c'est le pantalon, c'est vraiment optionnel. Si vous avez un jean, si vous avez un autre truc, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Moi, je vous le conseille. Je pourrais que dire de vous conseiller les vêtements de protection. C'est comme pour un motard. On peut très bien faire de la moto en t-shirt, short, claquette. Tout est possible à faire. Bon, là, moi, je peux que vous conseiller de vous protéger, de mettre une vareuse, de mettre un pantalon. Sauf que pour le pantalon, là, effectivement, vous pouvez très bien vous en sortir avec un jean. Un jean, ça passe très bien. Le dard, il va passer quand même. Donc faites attention. Si vous mettez un jean plus ça, il y a moins de chances que le dard arrive à vous toucher. Moi, je dirais que l'inconvénient dans tout ça, c'est attention, avec un blouson, avec un pantalon, ça n'est pas hermétique. Moi, j'ai un blouson.
Bon, j'ai pas de pantalon. Souvent, je me retrouve avec des abeilles dans la vareuse. Il suffit que vous vous baissiez, l'abeille, comment elle remonte, il suffit que vous repreniez votre blouson et puis que vous essayez de le redescendre comme ça, mais en fin de compte, il y avait quelques abeilles au niveau de la ceinture de votre pantalon et en fin de compte, bah, vous l'avez dans le blouson et ensuite après, bah, l'abeille, elle monte et puis elle peut arriver jusqu'au visage. Donc faites bien attention, vous piquez le dos ou vous piquez ailleurs, en dessous le bras. Moi, une fois, ça m'est arrivé juste en dessous le bras ici. Paf, aïe. Bon, bah, voilà. Hein. Bon, faites attention à ça. La combinaison, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Là, au moins, c'est hermétique. Attention, hermétique, toujours pareil. Celle-ci, vous pouvez voir, et en général, toutes les combinaisons, elles ont un élastique qui va jusqu'en bas et aussi un élastique qui va en dessous de la chaussure. Alors attention, c'est pareil. En dessous de la chaussure, à force de marcher, l'élastique il va s'user, ça va craquer. Donc après, bah, l'élastique qui remonte et après, bah, vous avez les chevilles aussi à portée de piqûre. Hein. S'il y a des abeilles qui sont au niveau des pieds, vous allez vous faire piquer les chevilles. Et aussi pour en avoir fait les frais, se faire piquer au niveau des chevilles. Des fois ça pique bien, mais une fois pas comme une autre, ça pique mal. Et là, vous pouvez même ne plus pouvoir marcher pendant quelques jours si ça vous pique vraiment mal. Donc voilà, donc faites bien attention à ça. Au pire, mettez des bottes, ça sera beaucoup mieux, quoi. En tout cas, il faut que ça soit hermétique. Après, au niveau de la vareuse en elle-même, ici, il faut toujours faire attention parce que si la fermeture arrive juste bout à bout comme ça et qu'il y a juste un scratch, faites attention à ce que le scratch il soit bien mis parce qu'après ça peut arriver si vous avez des ruches vraiment agressives ou tout dépend de ce que vous faites au rucher. Si vous venez à prendre des cadres, à les secouer, forcément il va y avoir des abeilles partout. Ça peut arriver qu'il y en ait une ou deux ou une ou moins qui arrive à passer ici. Donc il faut toujours bien quand même coller le scratch ici. Je trouve pas que ça soit l'idéal non plus. Autrement, je pense que l'idéal ce serait d'acheter la combinaison comme elle est là, mais tout simplement avec comment ceux qui ont des bourrelets ici en mousse. Et là, vous achetez tout simplement, on va dire le chapeau à part et vous avez juste une ficelle. Au moins la ficelle vous la mettez au niveau du col qui est rembourré ici et vous ficelez et là au moins normalement elles peuvent pas passer. Je pense que c'est le mieux. En tout cas voilà pour les vêtements de protection, donc vareuse, blouson, combinaison. Ensuite vous aurez besoin pour vous protéger les mains donc de gants. Il en existe de plusieurs façons. Vous pouvez en avoir comme ici. En cuir. Alors celui-là c'est le cuir le plus robuste, donc on va dire pour des abeilles qui sont vraiment un peu plus agressives. Moi je prends ceux-là personnellement. Bon, je prends ceux-là parce que j'ai toujours pris ceux-là. Je savais même pas qu'il en existait des autres avant. Si, je savais qu'il y en avait en latex. Ensuite, je connaissais pas. Il y avait les gants aussi en cuir de Capri. Je crois, il me semble que c'est du Capri. Je me rappelle plus là, j'ai regardé tout à l'heure mais je sais même plus. Ouais, je crois que c'est du Capri. Capri, c'est fini. Donc là, ouais, c'est plutôt du Caprin. Je crois que c'est plutôt ça, c'est du Caprin. Donc voilà, alors celui-là c'est vrai que je les ai déjà essayés et c'est vrai que pour le fait, ils sont très doux, très légers. Mais bon, attention, hein, si vous avez des abeilles et faisant n'importe comment que ce soit, une abeille, vous ouvrez une ruche, qu'elle soit douce ou pas, vous allez vous faire piquer. Donc tout dépend aussi de comment vous allez manipuler. Mais si vous êtes débutant, et comme là c'est fait pour les débutants, je vous conseille moi de pas acheter cela parce que là si vous faites piquer directement le dard il y passe. Déjà que sur les autres elles ont le chic d'aller piquer dans les coutures, donc elles sont malignes. Hein. Et après il existe aussi donc ces gants-là. Alors j'y viendrai presque plus maintenant avec le recul parce que c'est vrai que les gants en cuir, ça va bien, mais au bout de quelques temps, les gants ils sont noirs, ils sont pleins de cire, et c'est vrai que ça peut être porteur de maladies. Hein. On peut le voir. Il y a un apiculteur sur YouTube là qui l'explique bien. Morbihan apiculture. Donc il explique bien pour la transmission des maladies et c'est vrai on le fait peut-être pas assez attention non plus. C'est vrai qu'on le fait avec habitude et puis voilà on réfléchit pas trop. Mais quand je vois l'état de mes gants aussi, je me dis les gants ils sont noirs, ils sont bruns. On a été enlevé de la cire, on a été enlevé des cellules royales d'une ruche à une autre. On a été enlevé des ponts de cire sur une ruche et après on va le mettre dans une autre. Bon, là, il n'y a jamais eu de problème jusque maintenant, on n'en a jamais trop vu, mais c'est vrai que ça peut être porteur de maladie. Et c'est vrai que même en mettant à part le côté maladie,
qui peut être grave, et je trouve il a tout à fait raison de dire ça. Mais je pense aussi que c'est une question de propreté. Au moins avec des gants en plastique, vous arrivez, comme il fait aussi, vous mettez ça dans l'eau avec un petit peu d'eau de javel et les gants sont toujours propres. Bon, c'est vrai. Et même quand vous arrivez à la maison, vous pouvez peut-être les nettoyer avec une brosse, quoi que ce soit, si c'est un peu collé, et les gants sont nickel. Donc c'est vrai, peut-être que ça dure aussi un peu plus longtemps. Alors c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre des gants, hein, à vos risques et périls, hein. Mais comme je vous ai dit, moi je suis là pour vous montrer un peu tout ce qui est sécurité aussi là. Donc voilà ce qu'il faut mettre. S'il y a des gants, c'est que c'est fait pour. N'allez pas regarder non plus tout ce qui existe ou tout ce qui se fait. Ou si vous voyez l'apiculteur du coin qui ouvre ses ruches, anti-short, short, voilà. Lui, il a peut-être l'habitude, il connaît ses abeilles. Et moi, je dirais même un truc, parce que c'est vraiment, je trouve ça ridicule. On ne connaît jamais assez ses abeilles. C'est pas ce qui peut leur passer par la tête. Peut-être une chose qu'on ignore. Faites bien attention à ça. Il vous faut absolument vous protéger. Normalement là vous êtes nickel au niveau de la protection, vous pouvez déjà aller aux ruches. Ensuite au niveau de matériel, il vous faudra quelques petits trucs, quelques petits accessoires. Vous pouvez pas aller ouvrir une ruche sans avoir quelques outils. Il va vous falloir un lève-cadre. Donc le lève-cadre classique. Voilà, le lève-cadre américain, je crois qu'on l'appelle. Tout simple. D'un côté, ça fait spatule, racloir pour nettoyer les cadres au-dessus. L'autre côté aussi, mais c'est plutôt pour faire un peu comme pied de biche ou c'est fait à la base aussi pour retirer les clous quand on bricole un peu à la ruche. Bon voilà, en gros, vous pouvez utiliser les deux côtés pour pouvoir soulever les cadres aussi, puis pour nettoyer et racler. Ensuite, vous avez aussi un autre lève-cadre, c'est une pince pour aller choper les cadres. Je trouve qu'il est vraiment bien. Et j'ai voulu tester, j'en ai acheté une. Alors, j'ai pas acheté celle-là, parce que celle-là, elle fait que lève-cadre, en fait, compte. Elle fait que juste lever les cadres, et ça m'embêtait un peu, parce que il me manquait un truc pour pouvoir décoller les cadres à chaque fois avant de pouvoir les lever. Donc j'étais un peu con parce que je me voyais avec deux trucs, je me voyais avec mon lève-cadre habituel pour pouvoir décoller comme ça et après prendre la pince pour pouvoir lever. Alors j'étais comme ça et puis à un moment donné ça m'a... Donc, et après, j'ai vu qu'il existait celui-là. Et celui-là, il est nickel. Alors celui-là, au moins, vous pouvez lever décoller les cadres un à un, et ensuite après les chercher avec le petit bout de tournevis, on va dire. Vous pouvez aussi enlever facilement les ponts de cire que vous pouvez avoir entre les cadres. Après, c'est vrai, si vous avez votre lève-cadre à côté, à portée de main, le lève-cadre américain, je trouve que c'est l'idéal si vous voulez vraiment racler ce qu'il y a autour de la cire et la propolis qu'il y a autour de la ruche ou vraiment au-dessus des cadres. Là, au moins, avec la spatule, zing, et là, ça va bien. Ensuite, à côté de ça, on va dire l'outil indispensable à l'apiculteur, l'enfumoir, donc qui est indispensable pour pouvoir avertir les abeilles quand vous allez arriver au niveau de la ruche et aussi légèrement pour pouvoir mettre un petit peu de fumée sur la surface des cadres pour tout simplement les avertir et pour les faire descendre un petit peu pour éviter de les blesser déjà quand vous allez prendre les cadres. Ensuite, dans cet enfumoir, il va bien falloir l'alimenter. Alors là, c'est pareil. Là, il y a une multitude de façons à pouvoir alimenter un enfumoir. Moi, je vous montre vraiment, c'est ce que je fais aussi. Pas tout le temps, parce que, voilà. Mais autrement, le truc simple, si vous avez rien autour de chez vous, vous achetez ça chez votre marchand apicole, n'importe lequel que ça soit, c'est de l'apidou, ça ressemble à ça, c'est comme des petits bouchons. C'est ce que j'utilise, moi c'est très bien, ça dure très longtemps, il n'y a pas besoin d'en mettre non plus énormément. Donc voilà, vous pouvez mettre ça, puis alimenter un peu avec de la paille. La paille, elle risque de partir vite, mais au moins avec ça, ça va donner un peu de consistance et puis ça va tenir un peu plus longtemps. Donc voilà. Et ensuite, pour pouvoir allumer facilement ça ou autre chose, vous pouvez utiliser donc ces petits allume-feu. Alors c'est pareil, c'est la sciure compressée, ou c'est de la poudre de bois compressée. Il n'y a rien de toxique. Vous allumez ça, vous mettez ça dans votre enfumoir, vous mettez un peu de granule comme je viens de vous montrer, et là au moins ça sera nickel. Après, comme je vous dis, il existe une multitude de choses qu'il peut avoir autour de chez vous. Faites juste attention à ne pas mettre n'importe quoi dans votre enfumoir, ou même mettre peut-être des trucs séchés. Vous ne savez pas c'est quoi comme plante, et d'aller empoisonner vos abeilles. Faites bien attention aussi, des épines de pin séchées. En gros, voilà, vous pouvez prendre n'importe quoi, des feuilles séchées, de la paille, tout ce que vous pouvez trouver à côté. Mais tout simplement, faites attention et renseignez-vous bien avant d'aller mettre n'importe quoi. Parce qu'on en entend de toutes les couleurs. Il faut savoir ce qui peut vous plaire à vous, ne peut pas forcément leur plaire à eux.
Hein, vous voulez mettre quelque chose qui sent bon ou quoi que ce soit, et en fin de compte, c'est toxique pour eux. Faites attention, faites attention. Ensuite, vous pouvez avoir besoin d'une balayette. Alors, la balayette, je l'utilise jamais. Si, je l'utilise quand je dois récolter le miel. Ensuite, un truc indispensable, eh oui, on n'en parle pas. On voit plein de monde parler, on voit des professionnels parler, mais on ne voit personne parler. Je trouve que c'est vraiment important d'en parler de ça. Vous ne savez pas si vous êtes allergique ou pas. Déjà, ce serait déjà une bonne chose de le savoir. Avant de vous lancer dans n'importe quelle activité, testez. Allez chez le médecin pour voir est-ce que vous allez être allergique ou pas. Il peut peut-être vous faire un test lui avec du venin. Mais en tout cas, testez. Et si vous faites le test chez vous avec une abeille, on ne sait jamais, vous pouvez être gravement allergique. Et au moins, il y a quelqu'un qui peut vous amener directement chez le médecin ou à l'hôpital. Donc voilà. Et en tout cas, ayez toujours ça parce qu'on ne sait jamais. Une réaction, elle peut être toujours... Vous pouvez ne pas être allergique pendant des années. Et du jour au lendemain, tout simplement, vous retrouvez allergique. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour votre survie. Il faut savoir aussi que l'apiculteur, il se retrouve souvent seul au rucher. Il faut vraiment avoir tout à portée de main si vous ne voulez pas avoir de problème. Bon voilà. En gros, pour l'apiculteur, on a vu, vous avez votre protection, vous avez les quelques outils qui sont assez indispensables pour vous pour travailler à la ruche. Alors forcément, c'est bien beau tout ça, hein. Vous êtes tout beau, vous êtes tout neuf, vous êtes comme un beau cosmonaute, là, vous avez tout, votre enfumoir qui marche. Mais forcément, il faut bien avoir une ruche. Oui, il va falloir avoir une ruche. Forcément, c'est la même chose que pour beaucoup de choses. Seul vous pourrez savoir quel type de ruche vous voudrez. Il vous faudra forcément, dans un premier temps, un corps de ruche. Là où va se trouver le nid d'abeille. Donc déjà un corps, forcément. Le corps, il va bien falloir le poser quelque part. Donc le corps, on va le poser sur un plateau. Donc ce plateau-là, c'est un plateau aéré. Donc voilà, un plateau aéré qu'on pourra aussi obstruer pendant l'hiver ou à la reprise de la ponte, comme actuellement. Donc voilà sur quoi votre corps de ruche il devra reposer, donc sur un plateau. Forcément dans votre ruche, la ruche, il va falloir mettre des cadres. Donc des cadres, si vous avez une ruche 10 cadres ou 12 cadres, il vous faudra autant de cadres que de place qu'il y a dans votre ruche. Alors des cadres c'est pareil, soit vous pourrez les mettre vides, comme ça, et laisser les abeilles construire par elles-mêmes. Alors c'est pour ça que je vous ai montré les cadres qui sont filés. Parce que vous avez vu, il y a des fils verticaux là. Donc moi je les prends comme ça parce que comme je les laisse faire par elles-mêmes, elles ont tendance à suivre le guide des fils et donc je trouve que ça va beaucoup mieux. Après vous pouvez aussi tout à fait acheter une ruche, des cadres qui sont déjà cirés ou acheter la cire à côté et cirer vous-même vos cadres comme c'est marqué là. Juste une chose, et attention, déjà on ne sait pas avec quelle cire ça a été ciré les cadres là, ça peut être de la cire qui vient de n'importe où. Moi j'ai vu tout au début des cires qui n'ont pas été acceptées par les abeilles. Une fois j'ai laissé juste un petit bandeau de cire que j'avais laissé comme ça au soleil sur le toit d'une ruche. Je suis revenu 8 jours après, la cire elle était blanche parce qu'en fin de compte tout le jaune était parti, puis il restait plus que la paraffine, je crois que c'était de la paraffine complètement. Donc faites bien attention à ça. Surtout au début, je vous donne un conseil, la cire coûte très cher, ça vaut vraiment de l'or. Si j'ai un conseil à vous donner, vous n'êtes pas apiculteur professionnel, vous n'êtes pas là au rendement à la minute près, mais en tout cas moi je vous conseille à votre position en étant seulement amateur, mais ne vous faites pas chier. Vous allez acheter déjà votre essaim. Votre essaim il va être sur 5 cadres, il vous reste 5 places dans la ruche. Enfin vous allez avoir 5 cadres plus une partition, vous allez rajouter à chaque fois un cadre. Un à un pour un nid d'abeilles. Ne vous embêtez pas. Placez un cadre vide. Elles vont vous le construire. Les abeilles sont faites pour ça. Elles vont vous le construire. Et vous aurez économisé votre argent. Croyez-en moi. Croyez-en. Hein? Déjà au moins vous êtes sûr que la cire qu'elles vont vous faire, elle sera bonne. Ensuite, au-dessus de la ruche, il va vous falloir un couvre-cadre. Alors là, je vous ai mis un couvre-cadre normal. C'est juste un couvre-cadre avec vous avez vu, une ouverture sur le dessus. C'est l'idéal, les couvre-cadres là pour l'hiver. Parce qu'au moins, si on a besoin de mettre du candy, par exemple, on peut très bien mettre le candy sur la plaque là, et au moins, elles ont directement accès au candy. Après, ce qui est moins bien bon, je dis ça en hiver, mais bon, là au moins,
je veux dire, il est en surface. Après, tout dépendra où se trouve la grappe de votre ruche. Elle peut se retrouver un peu plus devant, un peu plus derrière, un peu plus sur le côté. Donc là, forcément, si les abeilles sont vraiment devant, bah, avoir accès au candy là, ça va leur demander des efforts, surtout s'il fait froid. Donc je trouve pas que ce soit vraiment l'idéal. Le mieux, je vais vous le dire tout à l'heure, le mieux c'est de mettre directement le pain de candy sur la tête des cadres. C'est ce que je fais maintenant. Au début je le faisais pas, mais maintenant c'est ce que je fais. Ça va vous demander plusieurs choses à acheter. Et je trouve que c'est pas l'idéal, ça vous fait beaucoup d'argent à dépenser si vous avez un couvre-cadre à acheter et un nourrisseur. Alors ce qu'il peut avoir pour pouvoir être polyvalent, pour l'été et l'hiver, comme je vous ai dit, comme je viens de vous dire, bah l'été vous pouvez rajouter ce nourrisseur. Bon voilà, il y en a une multitude de nourrisseurs. Vous pouvez caler au moins ce nourrisseur, vous mettez du sirop à l'intérieur ici, donc forcément les abeilles vont pouvoir monter pour aller chercher le sirop. C'est ce que vous pouvez faire. Acheter ça plus ça, franchement, je vous jure que vous en dépenserez beaucoup plus que si vous achetez un nourrisseur normal. De toute façon, j'y viens. Ça, c'est un nourrisseur NIC, j'en ai beaucoup et j'en ai aussi en bois. Je les trouve les deux idéal. Vous aurez une partie pour l'été, une partie pour l'hiver. Moi, je prends toujours le compartiment qui est devant moi pour mettre le sirop et le compartiment qui est devant, enfin, que je veux dire qui est de l'autre côté, je l'utilise pour le candy. Si vous regardez bien, vous avez déjà un petit cercle prédéfini. Ça, il suffit de prendre un marteau, un tournevis, vous tapez dedans et vous le faites sauter. Et au moins, après, vous pouvez poser votre pain de candy directement dessus et les abeilles auront accès directement au candy. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi maintenant, je ne le fais plus. Alors, ça marchait très bien, hein. Ça marchait très bien. Mais, en fin de compte, il faut vraiment être sûr où elle se trouve parce que votre essaim, il va bouger dans la ruche pendant tout l'hiver, en fonction de là où sont les réserves. Donc un jour, ils vont se retrouver là, un jour, elles vont se retrouver un peu plus basses, un jour, elles vont remonter, un jour, elles vont être carrément au-dessus de la tête des cadres. Bah ouais, voilà, c'est pour ça que des fois, on se dit, mais comment ça se fait que des fois, je les voyais pas, et puis que maintenant, elles sont carrément sur la tête des cadres. Forcément, si il reste plus de miel sur les côtés, par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres, et qu'en fin de compte, il reste juste, vous savez, la petite couronne qu'il y a au-dessus du nid à couvain, et ben là, le nid va se retrouver vraiment au-dessus de la tête des cadres. Alors voilà pourquoi aussi, moi maintenant, ce que je fais pour vraiment les aider, parce que le candy, il est quand même fait pour être ingéré, on va dire, directement, et si ça leur demande de la distance à faire par période de froid, elles ne le feront pas. Donc vous pourrez avoir nourri, et en fin de compte, les abeilles ne pourront pas prendre le candy. Donc ça ne servira à rien. Donc ce que je fais, moi maintenant, je prends mon pain de candy, ou la moitié de mon pain de candy, je le place au-dessus des abeilles, je retourne mon nourrisseur et je replaque le nourrisseur au-dessus, mais à l'envers. Le même nourrisseur, le même système que tout à l'heure, mais en bois. J'en ai aussi des comme ça. Alors là, forcément, là, vous avez une très grosse capacité de sirop. Donc là, c'est vraiment nickel. Mais la même chose que tout à l'heure, hein, vous faites juste un petit trou, vous mettez votre candy sur la tête des cadres, là où se trouve la grappe. Et vous retournez aussi votre nourrisseur et nickel. Là, au moins, vous n'avez pas de problème d'aller acheter un couvre-cadre et ensuite, après, un nourrisseur pour placer sur le couvre-cadre. Donc, ça fait beaucoup de manutention, ça fait beaucoup de matériel, c'est chiant, pour moi, c'est pas l'idéal. Au moins, avec les deux nourrisseurs que je viens de vous présenter, ça fait couvre-cadre et en même temps, ça fait nourrisseur sirop et ça fait nourrisseur candy, parce que le candy, de toute façon, vous le mettez sur la tête des cadres. Si vous voulez pas le mettre sur la tête des cadres, bon voilà, hein, ça peu importe. Ensuite, au-dessus, chacun fait comme il veut aussi. Tout dépendra, vous pouvez mettre un isolant. Alors souvent, moi j'aime bien ce type-là, c'est ce que j'ai aussi. Alors c'est bien oui et non, parce que ce qui est bien, c'est que s'il y a un peu d'humidité, forcément en hiver il y a de l'humidité, c'est-à-dire qu'il y a de la vie, hein, tout simplement. Donc ça peut absorber un petit peu l'humidité, donc c'est vraiment l'idéal. Voilà, moi j'ai pris ça. Vous pouvez avoir aussi, j'en ai une autre aussi, puis ça marche très bien, je trouve. Et je trouve que c'est moins encombrant. Celui-ci aura peut-être tendance, s'il y a beaucoup trop d'humidité, un peu à moisir. Donc là, attention, les microbes, tout ça, ça peut être un peu chiant. Par contre, ce qui peut être l'idéal, c'est l'isoruche ici. Je trouve que c'est bien, ça prend pas beaucoup de place, c'est maniable, ça moisit pas. Donc je trouve que c'est l'idéal. Après ensuite, au-dessus, forcément, il va bien falloir avoir le toit de la maison. Donc voilà, il vous faudra un toit en métal, un toit en plastique, un toit en bois recouvert de métal. Tout dépendra de ce que vous avez et de ce que vous aurez choisi aussi. Donc voilà, vous avez vu, il existe plusieurs dimensions au niveau du toit, avec le bord qui descend plus ou moins bas.
Moi je vous conseille de prendre le plus grand. C'est toujours mieux parce que si vous avez votre nourrisseur, si vous avez pas l'isoruche mais que vous avez l'apifoam, ça prend tout de suite de l'épaisseur et c'est toujours mieux quand même que le toit recouvre bien donc votre ruche sur les côtés. C'est toujours mieux. Donc voilà en gros pour votre ruche, vous avez plus qu'à mettre votre essaim dedans et voilà et c'est parti. Bon voilà, en général si vous avez pris votre essaim à l'année, n'espérez pas faire du miel non plus. Ça peut arriver, il peut avoir une très grosse mielée, vous pouvez mettre peut-être une hausse, mais en général, vaut mieux se consacrer à agrandir le nid à couvain et lui faire ses réserves déjà tout doucement pour l'hiver, pour que ça grossisse bien et que ce soit bien fort. Comme ça, au moins, votre ruche, elle est prête à passer l'hiver et pour l'année d'après, elle sera vraiment prête à faire du miel. Donc voilà, en gros, j'ai peut-être oublié des trucs, vous pourrez peut-être me le dire. Alors, comme je vous ai dit encore, il n'y a aucun... je vous dirige vers aucun de ces produits-là forcément. C'est vraiment pour vous diriger vers ce qu'il faut. Après, il peut y avoir d'autres choses et d'autres choix. Comme je vous ai dit tout le long, faites votre propre choix en fonction de l'apiculture que vous voulez faire, les produits que vous voulez acheter, que ce soit du plastique, que ce soit du bois. En tout cas, faites-le comme bon vous semble pour vous épanouir le mieux possible. Et voilà. En tout cas, la seule chose que je pourrais encore vous dire, c'est que avant de faire quoi que ce soit et avant de vous lancer dans l'apiculture, ayez un minimum de connaissances. D'accord ? Il y a un truc que j'ai oublié là et que je vais vous mettre maintenant, c'est que là vous avez vu comment avoir une ruche, un essaim, récolter du miel. Maintenant, quand vous allez arriver à la fin de l'année, tout dépendra de votre région où vous serez. Peut-être que là, votre fin d'année, elle sera août, septembre. En général, c'est ça. N'oubliez pas de traiter vos ruches contre le varroa. Si vous ne savez pas ce que c'est le varroa, c'est que je pense que vous n'êtes pas prêt pour avoir une ruche. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura informé ceux qui se posaient beaucoup de questions. Au moins là, j'ai essayé de faire un condensé et un récapitulatif de tout ce qui pouvait être utile pour vous pour pouvoir commencer. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!